Alors, pour avoir ça, il faut disposer de certaines compétences. Alors, quelles sont les compétences requises? Les compétences requises pour ce responsable. Compétences et connaissances minimales. Ça, c'est le minimum qui est évoqué par la norme. Les principes, les méthodes et les processus d'audit. Donc, il faut qu'il y ait un minimum sur des connaissances et des compétences en matière des principes d'audit, des méthodes d'audit et des processus d'audit. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va gérer et manager un programme et qu'on ne sait pas l'activité en elle-même. Donc, ce sont des connaissances de base nécessaires. Il doit aussi avoir des connaissances sur les normes du système de management, d'autres normes pertinentes, des documents de référence, des guides. Et oui, effectivement, donc il doit avoir, par exemple, si votre organisme met en place un système de management qualité ou une sécurité via environnement ou bien les trois à la fois, donc le responsable du programme, de management du programme doit avoir des informations, des connaissances sur les normes. Pourquoi? Parce qu'il va utiliser les exigences, il va voir les chapitres pour définir les critères d'audit pour chaque mission d'audit. Les informations concernant l'audité. Et bien sûr, donc pour chercher et coordonner correctement avec l'audité, alors il doit avoir certaines informations sur l'audité, son contexte, les enjeux externes et internes, les parties intéressées pertinentes, leurs besoins et attentes, activités commerciales, produits, services, processus de l'audité. Ça, c'est principalement pour les deux types d'audits, c'est-à-dire les audits externes, principalement. Que ce soit audit seconde partie ou bien audit tierce partie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle d'audit de première partie, donc vous êtes de l'organisme et vous faites des audits dans l'organisme et pour l'organisme. C'est votre organisme. Donc vous aurez accès à toutes les informations nécessaires. Vous savez l'activité, vous savez les organisations, tout ça. Par contre, quand on manage un programme d'audit en seconde partie ou bien tierce partie, alors là, il faut avoir des informations concernant l'audité pour pouvoir préparer les documents, les informations et choisir les meilleures compétences des auditeurs en fonction de leurs compétences spécifiques. Aussi, les exigences légales et réglementaires sont exigences pertinentes pour les activités commerciales de l'audité. Effectivement, les exigences légales et réglementaires, il faut qu'ils soient aussi connues, ou bien une petite recherche permet de les faire. Sinon, donc, pourquoi ça? Tout simplement, lorsqu'on veut programmer un audit, surtout qui est orienté vers les exigences légales et réglementaires, je sais très bien, par exemple, qu'il y a une nouvelle réglementation qui vient de sortir et je vais aussi coordonner avec l'auditeur de vérifier est-ce que effectivement les dernières réglementations ou bien les derniers textes réglementaires sont inclus dans la partie d'évaluation de la conformité de l'audité. Alors, je dois avoir certains, le responsable du management du programme, il doit avoir des informations sur les exigences et bien sûr, maintenant, et c'est très facile, à travers la veille réglementaire, à travers les échanges sur les bulletins officiels et à travers pas mal de choses pour être à jour en matière d'exigence. Alors, aussi dans le management et conservation des enregistrements du programme d'audit. Alors, le responsable du management du programme d'audit s'assure de la création, la gestion, la conservation d'enregistrements de l'audit afin de démontrer la mise en œuvre du programme. Ça veut dire, je ne peux pas commencer à parler d'un programme d'audit et du management sans dire, voilà, les documents ou bien les informations documentées nécessaires. Leur référence, leur code, leur approbation, leur adaptabilité avec les activités, avec les compétences des auditeurs. Donc, il faut qu'ils soient créés, il faut qu'ils soient approuvés, validés et mis en œuvre à la disposition. Il faut les gérer, bien sûr, leur échange, la communication, et l'élément essentiel, c'est la conservation. Et ça, c'est un élément essentiel. Quand, par exemple, on fait l'évaluation ou l'audit tierce partie du chapitre 9.2 relatif à l'audit interne, et c'est le responsable qualité qui, normalement, qui assure cette mission
de responsable de management des programmes d'audit. La preuve objective, ce sont les enregistrements. Qu'est-ce que vous avez planifié? Qu'est-ce que vous avez programmé? Le programme d'audit, voilà le programme d'audit. La planification, voilà l'enregistrement relatif à la planification. Les rapports d'audit, voilà les rapports d'audit réalisés. Alors ça, ce sont des documents qui doivent être conservés pour justifier et démontrer la mise en œuvre. Il y a aussi toute la partie sécurité des informations et la confidentialité associée aux enregistrements d'audit sont satisfaits. Bien, pour cette partie-là, elle est essentielle. Pourquoi? Parce que quand l'auditeur se présente chez l'audité, et nous avons parlé hier de la partie relative à la confidentialité, et que l'auditeur, parfois, ou bien l'audité, parfois exige à l'auditeur de signer un engagement de confidentialité. Très bien. Alors, l'auditeur, il a signé, il a accès à ces informations. Ces informations peuvent, selon le cas, être rapportées sur le rapport d'audit. Et à ce moment-là, le rapport d'audit, il arrive entre les mains du responsable de management du programme d'audit. Et sachant qu'il contient des informations confidentielles, alors oui, il doit assurer la continuité de la confidentialité. À condition que l'auditeur mentionne sur le rapport que ces informations ont le caractère de confidentiel. À ce moment-là, le responsable du programme d'audit, il est avisé par le facteur de confidentialité. Il doit assurer la confidentialité, bien sûr, et la sécurité des informations par la bonne conservation des enregistrements. Alors, à travers ceci, on voit très bien qu'il y a beaucoup de travail à faire par le manager, c'est le manager du programme d'audit, et il y a beaucoup de responsabilités en matière de coordination et en matière de conservation, en matière de mise à disposition de ressources, en matière d'échange d'informations. Tout ça, ça demande vraiment des compétences. Alors, les enregistrements peuvent comprendre ce qui suit. Ça va vous donner un petit peu un aperçu sur l'ensemble des enregistrements nécessaires ou bien utilisés pendant les missions d'audit depuis la programmation jusqu'à l'efficacité des actions. Alors, en matière des programmes d'audit, en matière de chaque audit et pour chaque équipe d'audit. Pour le programme d'audit, il faut commencer par les objectifs et l'étendue du programme d'audit. Ça, il faut qu'il soit bien défini sur un document. Le calendrier des audits, c'est-à-dire le planning. Donc, il faut qu'il soit aussi bien défini. Pourquoi? Parce que ça doit communiquer, approuvé et communiqué. Les enregistrements traitant des risques et des opportunités du programme d'audit et des enjeux externes et internes pertinents. Mais dans le programme d'audit, on va trouver ces informations. La revue de l'efficacité du programme d'audit. Effectivement, après avoir réalisé les audits, il faut passer en revue le programme d'audit pour dire est-ce que le programme d'audit a permis d'atteindre l'objectif pour lequel elle est établie. Et à ce moment-là, donc, il y a une évaluation de l'efficacité, bien sûr avec des critères d'évaluation et avec une évaluation qui est objective. Très bien. Maintenant, dans le programme d'audit, on fait un calendrier des audits. Maintenant, pour chaque audit, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les plans et les rapports d'audit. On va voir en détail, Inch'Allah, les plans d'audit. Le plan d'audit, c'est un document qui regroupe chronologiquement les étapes de réalisation de la mission d'audit, depuis la réunion d'ouverture jusqu'à la réunion de clôture. Et l'autre document, c'est le rapport qui est établi à la fin de la mission d'audit et qui regroupe les éléments nécessaires d'évaluation de l'auditeur par rapport à l'audit. Les preuves objectives et les constatations d'audit, ce sont des éléments qui sont incorporés avec le rapport d'audit. Donc, il y a des éléments à faire les constats, et dans les constats, on doit trouver les preuves objectives, c'est-à-dire la référence des documents ou des enregistrements ou bien des énoncés de faits qui représentent les constatations d'audit. Il y a aussi les rapports de non-conformité, c'est-à-dire le document aussi
Ça peut être le même document qui contient les non-conformités, c'est-à-dire les écarts qui ont été constatés. Le rapport relatif aux corrections et actions correctives. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il y a une non-conformité, l'audité va analyser la non-conformité et va statuer sur la mise en place d'une correction et une action corrective ou une correction suffisante. Et le rapport de suivi d'audit, ça veut dire un rapport qui va nous dire que, effectivement, les corrections et les actions correctives ont été réalisées et ont été jugées efficaces. Alors ça, c'est pour chaque audit. Pour l'équipe d'audit, avec les auditeurs, évaluation de la compétence et des performances des membres de l'équipe d'audit. Et lorsqu'on parle d'évaluation, donc, c'est après la réalisation des audits. Maintenant, avant la réalisation, ce sont les critères de sélection. Sur quels critères vous allez vous baser pour sélectionner des auditeurs par rapport à la mission d'audit à réaliser. Alors, pour vous expliquer un petit peu cette partie-là, et surtout pour les audits tierces parties, donc, il y a ce qu'on appelle des codes métiers. C'est-à-dire, je suis dans la chimie, je vais auditer un organisme dans l'activité et la chimie, mais dans la chimie, il y a plusieurs disciplines. Donc, et on ne peut pas avoir les compétences pour assurer une bonne mission d'audit si on ne dispose pas effectivement des compétences techniques, managérielles, pour pouvoir mener à bien la mission. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut mettre en place les critères de point de vue connaissance de base, formation, expérience, pour pouvoir dire que cet auditeur a les compétences pour faire cette mission d'audit. Et bien sûr, le maintien et l'amélioration de la compétence, ça veut dire s'il y a des actions de formation, d'encadrement, de sensibilisation des auditeurs pour maintenir et améliorer leurs compétences en matière d'audit. Alors, tout ça, ce sont des enregistrements qu'il faut conserver par le manager ou bien le responsable du management du programme d'audit. Alors, ici, on revient à notre boucle et on va voir où est-ce que nous étions par rapport à cette partie. Donc, nous étions dans cette partie-là, la mise en œuvre du programme d'audit, dans la partie 5.5 de la norme. Maintenant, on va commencer par la réalisation d'un audit. Où est-ce que c'est ici? Donc, on va commencer par déclenchement d'un audit, préparation des activités d'audit, réalisation des activités d'audit, ainsi de suite. Alors, on commence par quoi? Déclenchement. Donc, c'est toute la partie de mise en œuvre du programme d'audit en fonction de la planification. Alors, le programme d'audit, comme j'ai expliqué, il est établi, communiqué, approuvé et communiqué par le responsable de management des programmes d'audit. Mais la partie réalisation, c'est le relais et les données au responsable de l'équipe d'audit, qu'on appelle le RA. Alors, ce RA, il va prendre la relève pour assurer la réalisation du programme d'audit, ça va par la réalisation des audits. Alors, la responsabilité de la réalisation de l'audit incombe au responsable de l'équipe d'audit désigné jusqu'à l'achèvement de l'audit. Donc, maintenant, il y a un transfert de responsabilité entre le responsable du management des programmes d'audit et le responsable de l'équipe d'audit. Donc, le responsable de l'équipe d'audit avec ses auditeurs, il va prendre en contact avec l'audité. La prise de contact avec l'audité. Et cette prise de contact, c'est avant la date planifiée. Et comment ça, dans la date planifiée? C'est pour faire parfois s'il y a des réajustements en matière de date, ou bien de timing, ou bien d'informations qui sont nécessaires pour réaliser la mission dont le responsable d'audit ne dispose pas. Donc, cette prise en contact, c'est pour faciliter et pour assurer la faisabilité de l'audit. Pourquoi cette prise en contact? C'est pour détermination de la faisabilité de l'audit et préparer sa réalisation. Alors là, c'est un élément essentiel et cette prise de contact doit être assurée suffisamment de temps
avant la date planifiée de l'audit. Un astuce qui est généralement utilisée, c'est que la date exacte de l'audit n'est pas fixée précisément par le responsable de management du programme d'audit. Comment? On dit par exemple programmation soit mensuelle, soit hebdomadaire. Je dis par exemple semaine 30, c'est dans la semaine 30 qu'il sera réalisé l'audit. La durée de l'audit, par exemple, 2 jours. Très bien. Et la semaine, donc, fait 5 jours ouvrables, et l'auditeur n'a besoin que de 2 jours. Donc, c'est avant la semaine 30 et à travers cette prise de contact que l'auditeur et l'audité conviennent exactement la date. Et à ce moment-là, il n'y a pas de flou, il n'y a pas de différent sur la date choisie. Pourquoi? Parce que parfois il y a des priorités, parfois il y a des indisponibilités. Donc, ça sera plus facile de fixer la date avec une vision qui est très rapprochée. Le rapport de programme d'audit, il est fait au début de l'année. Donc, on n'a pas effectivement une vision précise sur la date exacte, mais lors de la prise de contact, on fixe effectivement la date entre l'auditeur et l'audité. Et l'auditeur, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il informe le responsable du programme d'audit et il informe les auditeurs, voilà la date retenue pour la mission d'audit. Alors, dans la prise de contact, le responsable de l'équipe d'audit s'assure qu'un contact est pris avec l'audité pour confirmer les circuits de communication avec l'audité, confirmer la légitimité de la réalisation de l'audit, c'est-à-dire parfois c'est aussi un problème qui se pose. On demande par exemple lors de la prise de contact entre auditeur et audité, et parfois on trouve qu'il y a une erreur, donc ce n'est pas la bonne personne qui est effectivement concernée par cet audit, ou ce n'est pas la bonne zone, la bonne activité, la bonne situation. Et là, ça permet aussi de faire cette confirmation pour partir sur les bonnes bases. Et une fois que c'est confirmé, donc il y a aussi l'échange des informations pertinentes. Parfois, il y a un complément d'information qui est demandé à le responsable du management d'audit. Et c'est à ce moment-là que le responsable d'audit doit assurer la disponibilité de ces informations. L'accès aux informations pour les besoins de la planification. Effectivement, une fois que j'ai terminé les informations pertinentes nécessaires, je dois avoir accès à ces informations. Et ça, c'est quand? C'est avant la réalisation de l'audit. Pourquoi? Parce que c'est sur la base de ces informations que l'auditeur ou bien le responsable de l'audit sera en mesure de préparer son plan d'audit et les checklists d'audit. Les informations, généralement, ce sont des informations nécessaires pour un petit peu comprendre l'activité. C'est pour comprendre comment elles sont organisées, pour avoir les informations nécessaires, les rôles de responsabilité, et bien sûr, les éléments de surveillance, comme les tableaux de bord, les indicateurs, qui sont nécessaires pour que l'auditeur comprenne bien ce qu'il va auditer. Et bien sûr, sur la base de cette analyse, de ces informations, il va pouvoir orienter son audit et ses checklists pour pouvoir la piste qui va générer de l'amélioration ou bien qui va traiter une non-conformité ou un dysfonctionnement en fonction de l'objectif. Aussi, les exigences légales et réglementaires et autres exigences applicables liées aux activités, processus, produits et services. Il faut avoir accès à ces informations en demandant au minimum, donc retenez ça bien, au minimum, la liste des exigences légales et réglementaires qui sont applicables. Ça, il faut le demander avant. Effectivement, pourquoi? Parce que vous aurez le temps de les voir. Est-ce que toutes les exigences sont là ou la liste n'est pas exhaustive? Donc ça, vous pouvez le préparer avant. Et aussi pour voir, pour certaines réglementations, comment elles sont effectivement respectées au niveau de l'organisme audité et comment ils sont surveillés pour rester conformes. Il y a aussi les informations confidentielles. Il faut qu'ils soient aussi déclarés, acceptés avec l'engagement de confidentialité ou que ces informations confidentielles ils seront fournies
pendant l'exécution de l'audit pour assurer un petit peu la sûreté des informations documentées. Alors, le calendrier, bien sûr, avec le début jusqu'à la fin de la mission d'audit, que ce soit un audit sur une journée ou bien sûr plusieurs jours. Donc, ils vont s'associer et valider le calendrier. Les exigences éventuelles d'accès spécifique au site, il faut qu'ils soient préparés à l'avance. Comme par exemple, vous vous présentez chez l'audité et pour avoir accès, il faut qu'il y ait déjà une demande qui avise les services de sûreté privée, soi-disant l'entreprise de gardiennage, comme quoi vous allez accéder au site. Donc, parfois, ça demande la mise à disposition des informations sur la photocopie de la carte nationale. Parfois, la carte nationale, il faut qu'il soit toujours en cours de validité. Si ce n'est pas le cas, ça peut bloquer l'accès. Il y a aussi des informations concernant les articles qui sont prohibés, que vous ne pouvez pas amener avec vous dans votre voiture au niveau du site. Il faut que vous voyez aussi des informations sur ça. En matière de santé et sécurité, il y a certains sites sensibles qui demandent une aptitude physique ou bien un certificat comme quoi vous ne portez pas de maladie contagieuse. Ça, c'est aussi nécessaire. Et je donne le cas, quand j'étais appelé pour une mission au niveau de Centrale Danone ici à El Jadida, donc on m'a demandé de faire une analyse médicale avant d'accéder. Effectivement, il faut le préparer avant, il faut avoir l'information avant. Ce n'est pas au moment d'entrée que vous serez avisé. Les informations de sûreté, ça c'est aussi important. Il y a certains sites à caractère sensible, donc il faut communiquer suffisamment d'informations au préalable de l'auditeur avec les membres de l'équipe d'audit. Et ces informations, ils seront traitées, analysées par l'organisme audité. Et sur cette base, on va vous accorder l'accès ou on va vous refuser l'accès. Et tout ce moment-là, il faut qu'il soit préparé déjà à l'avance. Et bien sûr, tout ce qui est relatif à la confidentialité et autres exigences, il faut qu'il soit aussi pris en considération. La présence d'observateurs, c'est aussi un élément important. Quand vous êtes missionné pour une mission d'audit et que vous voulez faire participer un observateur avec vous, alors là, il faut toujours avoir l'OK de l'audité. Si l'audité refuse, vous n'aurez pas le droit d'amener avec vous un observateur ou des observateurs. Pourquoi? Parce que c'est un droit légitime de l'audité d'accepter de refuser. Et le cas le plus difficile, le plus délicat, c'est que quand vous vous présentez avec un observateur et qu'il sera refusé pendant la mission d'audit, ce sera un peu gênant pour l'ensemble. Donc, il vaut mieux, dès la prise de contact, demander l'avis de l'audité sur la présence d'observateurs. Il y a aussi la nécessité de guide ou d'interprète pour l'équipe d'audit. Alors, l'observateur, il accompagne l'équipe d'audit, les auditeurs. Par contre, le guide, c'est quelqu'un qui appartient ou qui travaille avec l'audité et qui va accompagner les auditeurs pour pouvoir faciliter la réalisation de la mission d'audit. Il va voir la mission du guide. Le guide, ça va faciliter le contact avec les audités. Il va vous guider, c'est les bureaux des audités. Il va vous guider dans le déplacement des installations terrain et il peut intervenir en cas de besoin pour vous faciliter la tâche. Donc, c'est quelqu'un qui est de l'organisme audité et qui sera mis à votre disposition pour vous aider, pour vous guider chez les audités, pour vous guider voir les lieux, ainsi de suite. Et parfois aussi l'interprète, donc comme un expert technique, pour l'équipe d'audit, c'est le cas, l'exige. Il y a aussi les domaines d'intérêt, les préoccupations et les risques pour l'audité en rapport avec l'audit spécifique. Ça, c'est aussi un élément important que l'auditeur doit prendre en considération, et surtout lorsque vous êtes missionné pour réaliser une mission d'audit et que vous n'êtes pas membre de l'organisme. Par exemple, l'audité demande, par exemple, le responsable de management des programmes d'audit dans sa mission, il a élaboré le programme et il a fait appel à vous en tant que consultant ou bien un auditeur externe pour mener cette mission. Donc, quand vous prenez le contact avec l'audité, c'est aussi avec l'audité, il faut demander
ses domaines d'intérêt. S'il a de préférences, par exemple, ou s'il a des éléments qui sont sensibles, des préoccupations, il faut qu'il soit tout ça dégagé, compris par l'audité et pris en considération. Les préoccupations, par exemple, il y aura des préoccupations. Pourquoi? Parce que la date planifiée pour l'audit, il va y avoir beaucoup de mouvements de circulation et je suis préoccupé par rapport au dérangement qui sera généré par le bruit des engins ou bien par les déplacements. Ou bien... Donc, ce sont des préoccupations qui peuvent varier d'un audit à un autre. Et bien sûr, le risque pour l'audité en rapport avec l'audit. L'audité aussi, il faut lui demander s'il y a des risques spécifiques par rapport à cette mission. Donc, risque d'indisponibilité, bien sûr, risque en matière de sûreté, de santé, sécurité, d'environnement, tout ça, il faut qu'il soit pris en considération grâce à la première prise de contact. Il y a aussi les problèmes concernant la composition de l'équipe d'audit avec l'audité et le client d'audit. Ça aussi, c'est un élément essentiel. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que lorsqu'il y a une équipe, généralement, la cohérence de cette équipe, parfois, ça fait défaut. Ça veut dire que les tempéraments ne sont pas les mêmes, les comportements ne sont pas les mêmes, les compétences, bien sûr, ne sont pas les mêmes, la maturité n'est pas la même, l'engagement n'est pas le même, le sérieux dans la réalisation d'objectivité, ça peut être un peu varié entre les membres. Alors là, le responsable de l'équipe d'audit doit prendre en considération ces informations pour pouvoir mieux gérer son équipe et surtout pour éviter les problèmes avec l'audité et bien sûr les clients d'audit. Alors ça, c'est aussi une responsabilité de RA. Cette responsabilité, ça commence le début, c'est difficile, mais après la pratique, après la mise en œuvre, donc on acquiert une certaine maturité, comment gérer les membres de l'équipe, comment gérer le plan d'audit, comment gérer le temps de l'audit, et tout ça, ça sera de plus en plus facile avec l'expérience en matière de réalisation des audits.